Nouveau numéro de Face à Face sur Azure TV. Notre invité cette semaine, le directeur du CHU de Nice, Charles Guéprat. Et soyez donc les bienvenus sur le plateau de votre émission d'entretien et d'opinion, entretien plutôt cette semaine, avec donc notre invité Charles Guéprat. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes le directeur du CHU de Nice et vous m'appreniez, juste avant qu'on démarre cet enregistrement, que le CHU de Nice est le premier employeur des Alpes-Maritimes. 8000 personnes. Oui, tout à fait. 7500 salariés au CHU et à peu près 700 millions d'euros de budget chaque année dépensés par le CHU pour le soin et la recherche. Alors évidemment, on va parler de tout ce qui fait l'actualité, de Pasteur 2, on va parler d'argent aussi, puisque partout en France, la santé est un secteur contraint comme tous les autres. On va parler de projets, on va parler de recherche et d'enseignement, parce que le CHU est en pointe sur ces deux domaines-là, notamment du côté du cancer et d'Alzheimer. Et puis on parlera de la dimension universitaire, qui est très important pour transmettre la médecine, mais pas seulement. Et puis on va commencer cette émission par rappeler d'abord ce qu'est le CHU, donc le centre hospitalier universitaire, avec plusieurs sites sur la ville de Nice. Pasteur 2 qui, depuis quelques mois maintenant, est un petit peu le vaisseau amiral, hein, puisqu'il y a Pasteur 1 aussi juste à côté. Mais voilà, c'est un domaine qu'on connaît sans vraiment bien le connaître en fait en réalité. Donc c'est une espèce de grosse machine, un gros paquebot qu'il faut faire tourner avec donc ces deux contraintes: assurer le meilleur service possible et puis faire attention aux finances. Tout à fait. Le CHU, c'est essentiellement 3 sites, vous l'avez dit. Pasteur 2, qui est le nouveau site qui a été livré l'année dernière et qui est donc le fer de lance de l'offre de soins hospitalière à Nice. Ensuite, vous avez Pasteur 1 qui est rattaché au site de Pasteur. Vous avez à l'ouest le site de l'Archer, où se trouvent des services plutôt de médecine et de gynéco-obstétrique. Les accouchements, la maternité publique se trouvent à l'Archer. Et un peu plus loin de nous, à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres, le site de Tende, qui est destiné aux personnes âgées et aux personnes fragiles. Et je n'oublie pas le site de Cimier, où se trouve la direction générale, mais aussi la prise en charge des personnes âgées. Donc 2 sites aigus de prise en charge complexe à l'Archer et à Pasteur, un site pour les personnes âgées à Cimier et un deuxième site pour les personnes âgées et fragiles à Tende, près de la frontière italienne. Alors on l'a dit, 7500 salariés, c'est une petite ville, hein, il y a des communes dans les Alpes-Maritimes qui ont bien moins d'habitants que ça. Donc évidemment, c'est une mission de service public de premier ordre, parce qu'on va des urgences à la gérontologie, en passant par la cancérologie, en passant par la recherche, en passant par la neurologie. On ne va pas faire toutes les disciplines, mais la palette de soins à Nice et donc dans les Alpes-Maritimes est une palette ultra large. Il y a quasiment tout, et ça c'est important de le préciser, parce que dans la notion de service public, de pouvoir trouver un médecin qui va pouvoir vous prendre en charge, c'est pas dans toutes les régions pareil, hein. Le CHU, il assure plusieurs missions. Il est d'abord l'hôpital de la ville de Nice. Donc il a comme vocation de couvrir l'ensemble des besoins des Niçois et des besoins quotidiens des Niçois. C'est-à-dire que nous avons les urgences de Nice qui sont parmi les 10 urgences les plus grandes de France, 90 000 passages chaque année aux urgences du CHU, et qui vont assurer la mission de proximité. Quand vous avez un problème, vous savez que 24 heures sur 24, vous pouvez aller aux urgences du CHU qui se trouvent à Pasteur 2. Des urgences neuves, complètement neuves, on en reparlera tout à l'heure. Livrées en 2015, donc vraiment il y a quelques mois, et qui ont servi et qui servent, comme vous le savez, chaque jour avec beaucoup de professionnalisme. Et ensuite, on est aussi l'hôpital de recours, donc l'hôpital régional, l'hôpital où on va pouvoir traiter des choses très complexes, des greffes, de la neurologie, de la neurochirurgie, des choses très complexes que les autres hôpitaux du territoire ne vont pas savoir faire, parce qu'ils n'ont pas les équipes, ils n'ont pas les compétences pour le faire. Et là, on a tout le rôle du CHU. Et enfin, nous avons un rôle de consultation, c'est-à-dire que nous avons des consultants publics à tarif modéré, et donc sans dépassement d'honoraires, qui vont pouvoir vous prendre en charge dans toutes les pathologies. Et ça représente chaque année presque un demi-million de consultations qui sont réalisées par le CHU. C'est énorme, c'est énorme. Si on rapporte ça à la journée, ça veut dire que l'activité ne cesse jamais. Et c'est important ce que vous venez de dire, parce que finalement, un CHU comme celui de Nice, avec ses défauts et ses qualités, ça permet quand même de répondre à la demande de tout un chacun.
que l'on soit riche ou pas. Bon, après, il y a les problèmes de couverture, etc. Mais voilà, il y a cette notion-là aussi de consultation où on peut bien, tout simplement consulter sur toutes les disciplines essentielles. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit, la livraison de Pasteur 2, ça a fait passer le CHU de Nice dans une autre dimension, avec une cohérence beaucoup plus accrue, puisque tout est regroupé à peu de choses près sur le même site avec Pasteur 1 et Pasteur 2, puisque Saint-Roch maintenant n'accueille plus de patients. Il y a ces fameuses urgences qui sont immenses, qui sont flambant neuves, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis il y a donc cette notion de cohérence et d'hôpital du 21e siècle qui est très important. Complètement. On a voulu vraiment construire Pasteur autour d'un concept qu'on appelle le trauma center, c'est-à-dire la prise en charge non programmée des malades. Des malades qui arrivent, qui doivent être pris en charge d'abord aux urgences pour être stabilisés, ensuite sur des plateaux chirurgicaux de pointe, qui embarquent de l'imagerie, qui embarquent des techniques interventionnelles, les dernières techniques, qui embarquent de la chirurgie robotique. On vient de prendre la décision de descendre le robot chirurgical qui était à l'Archer pour le mettre à Pasteur, pour qu'on ait tout le panel d'une chirurgie moderne et du XXIe siècle. Il y a une cohérence du parcours aussi du coup, puisque quand je prends vraiment un exemple cliché, mais quand on arrive aux urgences, évidemment l'intérêt c'est de pouvoir monter dans les étages, d'y trouver toutes les capacités possibles et toutes les compétences possibles sur le même site. C'est un peu ça aussi l'idée, c'est que finalement ce parcours de l'hospitalisation, il est ultra simplifié. Aux urgences vous avez tout. Vous avez ce qu'on appelle le déchocage, l'endroit où on va vous stabiliser quand vous avez eu un accident ou un problème très grave, une crise cardiaque, un AVC. Vous avez l'imagerie, scanner, IRM dédié aux urgences 24 heures sur 24 qui sont à quelques mètres de la porte des urgences. Physiquement, c'est 4 ou 5 mètres, je crois. Et ensuite, juste au-dessus, vous avez les blocs opératoires et les réanimations. Et donc, vous avez l'ensemble du spectre du soin dit critique qui est à votre disposition. Et après, on redevient un hôpital normal avec des chambres, avec des services d'hospitalisation et des chambres qui d'ailleurs sont de très haute qualité. Forcément, je vous invite à les visiter puisqu'elles sont tout à fait neuves. Tout à fait. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi, quand on disait cette dimension du 21e siècle, on va en parler là, dans quelques secondes avec le 27 Delval en bas, enfin ce quartier de la santé connectée que la métropole et la ville souhaitent créer en association avec le CHU. Mais c'est vrai que l'hôpital, sans aller dire que c'est un lieu de vie à part entière, mais en tout cas aujourd'hui on développe aussi cette interaction avec le patient. On essaye de l'accueillir dans les meilleures conditions possibles, que ce soit le moins désagréable possible à vivre, parce qu'évidemment quand on est hospitalisé c'est jamais pour se faire plaisir, mais il y a aussi tout cet accompagnement. On est sorti de l'hôpital froid en fait aujourd'hui. Ce qu'on essaye de faire, vous l'avez vu avec Pasteur, c'est un hôpital qui est ouvert vers la ville. Un hôpital, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé, c'est ouvert, c'est comme ça, c'est notre façon de travailler, notre façon d'être. Et donc les ouvertures vers la ville, c'est le CIU Santé que vous indiquiez, c'est le 27 Delval, c'est le développement de nouveaux usages, c'est le lien avec l'université, je sais qu'on va y revenir, c'est le lien avec la médecine de ville, c'est le lien avec d'autres opérateurs, puisque nous travaillons avec le centre Antoine Lacassagne de façon très approfondie sur la cancérologie, et nous travaillons avec la Fondation Lanval de façon très approfondie sur la pédiatrie et la gynéco-obstétrique et la néonatologie. Donc on a une habitude de travailler avec les autres et on est en lien avec les cliniques de Nice, bien entendu, qui nous adressent des malades et à qui nous en adressons. Nous sommes en lien avec l'Institut Arnaud de Sang. Donc on vit dans un univers qui est connecté, mais qui est connecté parce que les professionnels se connaissent, parce que les patients ont besoin d'aller plus près de chez eux. Ils n'ont pas besoin d'être tous au CHU de Nice. On peut aussi travailler avec nos collègues publics de Cannes, de Grasse, d'Antibes, de Menton, qui sont aussi des hôpitaux qui sont très performants. Donc il y a une vraie volonté de ne pas être toujours renfermé. Si vous voulez. Le maillage du territoire, c'est très important. C'est-à-dire qu'on est chacun à côté de chez soi, ou en tout cas le plus près possible, une structure d'accueil médicalisée. Alors c'est vrai qu'on l'a dit, donc la santé connectée, c'est demain, le 21e siècle. Puis il y a une chose aussi qui est essentielle dans la dimension du CHU. On reviendra sur le U du CHU dans quelques secondes, mais c'est la recherche, parce que on voit fleurir dans la presse depuis quelques années maintenant des avancées qui sont faites à Nice, des chercheurs qui arrivent à aboutir à des choses précises sur certaines pathologies depuis quelques années. Je pense notamment au cancer. Il y a une grosse partie de la recherche aussi qui est axée sur Alzheimer, puisqu'il y a le centre Pompidou qui est pas loin aussi. Donc on a là aussi quelques-uns des meilleurs spécialistes français, si ce n'est européens. C'est important aussi pour un hôpital d'être en pointe au niveau de la recherche.
Pour un CHU, c'est essentiel et Alors c'est pourquoi? vital. Et ça paraît évident comme ça, mais pourquoi c'est important d'être aussi précis au niveau de la recherche? Parce que c'est notre capacité d'abord à former toujours aux dernières techniques les médecins de demain, puisque Mhm. le CHU a un rôle de formation très important. Nous avons des centaines d'internes qui sont formés au CHU chaque année. C'est aussi notre capacité à faire venir des grands talents ou à les garder. Quand vous êtes dans un système public, il faut donner envie aux gens de rester dans ce système public. Et le système public, il apporte aux médecins, au personnel dit académique, justement la capacité de travailler sur des objets de recherche qui sont très intéressants. Et vous l'avez dit, le CHU est très performant sur les questions d'Alzheimer. Nous sommes excellents également sur la cancérologie, sur les développements des immunothérapies, qui sont des molécules innovantes qui permettent de traiter le cancer d'une façon totalement différente et apporter de nouvelles solutions thérapeutiques aux malades. Et je crois que notre rôle, au-delà du soin courant qu'on doit délivrer, parce que c'est notre mission, c'est aussi de porter cette ambition et de porter cette dynamique qui sert à la fois les patients, puisqu'on leur offre plus de solutions, mais qui sert aussi le territoire, puisque on crée de la valeur, on crée de la connaissance, on crée des liens avec l'université, avec la faculté de médecine, pour améliorer la qualité du service rendu. Et c'est Le notre meilleur exemple, là, objectif. on en avait beaucoup parlé, c'est cette découverte qui a été faite sur le cancer du poumon, si ma mémoire est bonne, avec une façon de le détecter par Les le sang biopsies liquides, ouais, tout à fait. qui est complètement révolutionnaire, parce que du coup, là, pour l'histoire, ça permet de détecter très tôt les cancers, et on sait que, alors il faut encore que ça passe par le stade de beaucoup de stades. On sait qu'en médecine, c'est toujours un peu compliqué, parce que voilà, il faut pas se tromper, mais en tout cas, ça va permettre de gagner du temps, de diagnostiquer hyper tôt, et quand on diagnostique tôt, on a des meilleures chances de guérison, évidemment. Alors, vous l'avez dit, la dimension universitaire, là aussi, c'est quasiment incontournable d'avoir ce U, centre hospitalier universitaire, de pouvoir former tous les personnels, les médecins, mais pas seulement, les aides-soignantes, les infirmières, les psychothérapeutes, enfin, tout ce qui gravite autour du CHU. Ça, c'est quelque chose qui vous mobilise beaucoup aussi, le lien avec l'université et la fac de médecine. Ça, c'est essentiel. On a une chance inouïe à Nice, c'est d'avoir une université qui est vraiment un moteur de l'innovation en santé, mais pas seulement, en modélisation mathématique, en sciences de l'ingénieur. On a on a quelque chose qui s'appelle un IDEX, donc c'est une initiative d'excellence qui est le niveau le plus élevé de reconnaissance Avec des crédits européens. française, avec des crédits européens majeurs. Et nous, on essaye, le CHU, modestement, avec nos ressources, de contribuer et de concourir justement à cette dynamique d'excellence. Et moi, je me félicite du travail partenarial très fort qu'on fait avec la faculté de médecine, qui forme évidemment les médecins, mais aussi les professionnels de santé, vous le disiez, avec l'université de Nice, l'université Côte d'Azur, qui est un groupement de plusieurs universités, mais qui globalement réunit toutes les forces universitaires de notre territoire pour arriver justement à être plus visible, puisque l'objectif, c'est pas être visible dans la métropole, c'est d'être visible au plan national et européen. Et Est-ce c'est que à vous ça que diriez nous aspirons. justement que IDEX et la constitution de l'UNA, l'université Côte d'Azur, ça a permis finalement de construire des ponts entre les différentes structures, même s'ils existaient déjà, mais de les formaliser en tout cas, de pouvoir parler aux écoles de commerce, aux écoles d'ingénieurs, à la faculté de médecine, aux métropoles, aux communes? Alors, c'est une évidence que le secteur de la santé, comme le secteur des sciences de la vie, est en changement perpétuel. C'est-à-dire que les métiers dont nous avions besoin il y a 10 ans ne sont pas les métiers dont nous avons besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin d'ingénieurs, de modélisation, de simulateurs, de personnel qui vont soutenir la recherche. Et ça, à travers l'IDEX, à travers l'initiative de Lucas, on va avoir ces nouvelles manières de fonctionner, ces nouvelles manières d'enseigner ou de former. Et c'est ça la force immense que nous avons. Et effectivement, vous avez raison, l'IDEX a réussi à tout structurer, à tout rendre visible. Ça existait, mais maintenant on a des moyens et on a un cadre pour le faire et c'est absolument formidable. Alors, on va en parler aussi forcément, puisque l'argent, alors c'est vrai que ça paraît toujours un peu antinomique quand on parle de santé et d'argent, parce que c'est vrai qu'une vie n'a pas de prix, hein, si on reste dans les poncifs, mais bon, malgré tout, il faut quand même gérer les deniers publics. 700 millions d'euros de budget, vous l'avez dit. D'abord, un constat, on a l'impression que entre les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les moyens qui se rétrécissent, la santé paye quand même aussi un petit peu les pots cassés des difficultés financières qu'on a en France. Je ne parle pas spécifiquement du CHU de Nice, mais ça devient de plus en plus difficile d'allier un service de qualité et une gestion saine.
Moi, je vous dirais quand même qu'on a de la chance de vivre en France avec le système que nous avons. Il est perfectible, il connaît un certain nombre de ratés, c'est une évidence. Ça devient de plus en plus dur de financer l'innovation, de financer le progrès et d'accompagner le vieillissement de la population qui Mmh. nécessite d'avoir plus de soins quand on est très vieux que plus de soins que quand on a 45 ans, c'est une évidence. On est bien placé dans les Alpes-Maritimes pour le savoir, puisque la population est à peu Ah près oui. 10 ans plus âgée que la On a plus moyenne de 20% française. de seniors hein, Donc sur la c'est population. vrai que c'est compliqué. Mais néanmoins, il y a des choses quand même qui fonctionnent. On n'aurait pas eu Pasteur dans un système Mmh. où il n'y a aucune marge de manœuvre. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Cependant, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est difficile de progresser, d'améliorer sans cesse la situation avec des budgets qui ont plutôt tendance à stagner, voire à décroître. Donc on est dans une situation qui est difficile, qui est la situation aussi des finances publiques Mmh. de notre pays. Et nous, notre travail, bah, c'est essayer de mettre en œuvre les innovations, de travailler sur l'organisation, faire en sorte que les personnels soient au bon endroit, au bon moment, et qu'on arrive à proposer aux patients des soins de bonne qualité à des coûts équivalents ou moindres à ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Ça fait un peu partie de la grosse mission qui vous attend parce que vous l'avez dit, votre priorité c'est de poursuivre l'expansion du CHU, on va y revenir, mais aussi de remettre les comptes droits parce que vous n'avez pas le choix et qu'à un moment on ne peut pas travailler toujours à crédit. Donc c'est compliqué quand même cette mission qui est la vôtre que de gérer l'argent et ce budget. Oui, c'est compliqué, mais c'est normal. La performance, je crois qu'elle est due à chaque contribuable. Quand vous voyez ce qu'on prend en termes de charges sociales ou de cotisations sociales sur votre feuille de paye, vous avez envie que ce soit utilisé convenablement. Donc je crois que on ne fait pas du retour à l'équilibre pour le plaisir d'être à l'équilibre. On fait du retour à l'équilibre que dans un seul but, c'est dans le but de développer et d'investir. Donc moi, si je souhaite remettre le CHU de Nice à l'équilibre, c'est pour une seule raison, c'est pour pouvoir financer les projets qui sont attendus par la population, attendus par la communauté hospitalière. Et ça, le sens de notre action, c'est ça. Alors on va y revenir, on terminera avec ça, avec les projets, parce que c'est quand même important de regarder vers l'avenir. Mais j'ai une petite question voilà, qui peut-être est complètement idiote, vous me direz, mais comment se passent les relations avec l'ARS, l'Agence régionale de santé? Quel rôle a cette agence par rapport à l'activité d'un CHU? Est-ce que c'est votre garde-fou? C'est eux qui dictent un petit peu le fonctionnement de la santé publique ou on n'est pas du tout dans ce rapport-là? Alors, c'est le régulateur, donc ils ont un rôle quand même de régulation vis-à-vis du CHU, qui est un opérateur. Donc, leur métier, c'est de réguler l'offre de soins et de faire en sorte qu'elle soit bien distribuée sur le Mhm. territoire et de nous assigner un certain nombre d'objectifs de santé publique et d'objectifs économiques qui viennent du ministère de la Santé. Donc, on est dans ce dialogue de gestion qui est fructueux et permanent. Néanmoins, nous sommes les opérateurs, donc nous avons la liberté d'organiser et de développer les projets tels qu'on pense qu'ils doivent l'être. Le régulateur est là pour encadrer et organiser au niveau régional l'ensemble. Voilà, donc pour vérifier cette histoire de carte, un peu comme on en parlait tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de déséquilibre majeur Tout à fait. sur les territoires. Et puis après, c'est vrai que dans l'organisation interne, vous avez Voilà, ils une arrêtent notre autonomie complète. budget, donc on a quand même une discussion autour du budget qui est importante. Oui, bah évidemment, oui, on vient de le dire, c'est quand même, ne serait-ce que pour financer les projets, puis le quotidien aussi, hein, parce que ça a un coût, évidemment, avec notre modèle social qui est quand même très protecteur et qui est une chance, hein, on peut quand même le signaler pour les citoyens. C'est vrai que il faut quand même qu'il y ait des regards là-dessus. Un mot sur les projets, donc vous l'avez dit, donc remettre les comptes dans le vert, c'est une chose, mais vous voulez avancer aussi. Selon vous, vers quoi doit avancer le CHU de Nice, là, aujourd'hui, en 2017? Il faut continuer la réorganisation telle que nous sommes en train de l'envisager. Il y a deux chantiers. Il y a un chantier qui est assez naturel, qui est la poursuite de l'opération Pasteur 2, qui doit être Ouais. une priorité pour que les anciens bâtiments de Pasteur 1 aillent dans un grand ensemble qui sera la phase 2 de Pasteur 2, c'est-à-dire un grand Pasteur 2. On a fait 70% du travail. Il faut qu'on fasse les 30 derniers pourcents pour assurer la qualité hôtelière et la qualité des plateaux techniques dans le cadre de l'opération Pasteur et sécuriser l'ensemble de l'opération. Donc ça, c'est une opération qui va prendre entre 3 et 5 ans, qui Mhm. va coûter quelques dizaines de millions d'euros. On est en train d'en discuter avec l'Agence régionale de santé pour voir dans quelle mesure on pourra lancer rapidement cette opération. Ça, je dirais que c'est une opération architecturale forte. La deuxième opération, pas architecturale, qui est organisationnelle, c'est de mettre en place le groupement hospitalier de territoire dont le CHU est l'établissement support, c'est-à-dire le leader. Dans les Alpes-Maritimes, nous sommes
les pilotes de l'offre publique de santé des Alpes-Maritimes. On est 14 établissements autour de la table et nous avons à structurer cette stratégie de groupe public pour améliorer la qualité et la fluidité des parcours à l'intérieur des Alpes-Maritimes. Ça, ce sont les deux grands enjeux que j'ai identifiés pour ces prochains mois. Non. Alors on va terminer avec 3 petites questions que j'appelle d'actualité. Aujourd'hui, vous avez des difficultés avec les médecins français à les garder dans le public. On en parle beaucoup. On dit que les médecins maintenant vont vers le privé, notamment pour des questions de rémunération. Est-ce que ça peut être un problème à l'avenir? C'est toujours une préoccupation. Nous savons que nous payons moins bien que dans le privé. Les chiffres sont publics. Et pas qu'au CHU de Nice. Hein, non, dans le système public. En général, entre 2 et 4 fois moins. Il y a des solutions qui sont de permettre aux médecins un exercice libéral limité dans les structures publiques pour qu'ils puissent gérer leurs deux souhaits. Moi, je crois que c'est l'excellence du plateau technique, c'est l'excellence des équipes, c'est l'excellence de la recherche qui fera rester les médecins chez nous. Nous avons un pays étranger qui est assez attractif, qui est tout près, qui n'est pas l'Italie mais un autre. Nous avons un certain nombre de cliniques privées qui sont très performantes. Donc on est dans un environnement, on va dire, concurrentiel important au CHU. Mais pourtant, on a beaucoup de médecins et on souhaite les garder. Et c'est vrai que quand on regarde la liste, sans être chauvin, mais quand on regarde qui exerce au CHU de Nice la recherche, les réputations aussi, c'est important dans ce secteur. C'est vrai que pour l'instant, on est plutôt bien doté de ce côté-là. La grippe, on sort de l'épidémie, ça a été tendu pour vos équipes. C'est toujours pareil, en hiver, on est très soucieux, notamment pour les seniors. C'est toujours le pic que l'on craint, avec peut-être aussi la canicule forcément en été. Mais ça a été particulièrement éprouvant pour vos équipes là cet hiver? Ça n'a pas été facile, mais là encore, l'organisation des urgences, le fait que nous soyons à plein du nombre de médecins urgentistes. La réponse a été adaptée. La réponse a été compliquée, mais nous avons fait face. Et puis je voudrais qu'on termine avec le 14 juillet, alors pas rentrer dans le secret des dieux, mais juste savoir si vos équipes ont digéré cet épisode qui les a beaucoup marqués. Alors évidemment, les victimes, les familles, mais les gens, le soir du 14 juillet, les semaines et les mois qui ont suivi, ont vu aussi des choses horribles chez vous, aux urgences, mais pas seulement. Aujourd'hui, est-ce que l'épisode est digéré, sans dire oublié, bien sûr, mais est-ce qu'on a réussi à repartir de l'avant? Ça reste un traumatisme qui s'effacera sans doute jamais. Je ne vous cacherai pas que vous vous doutez bien que l'hôpital principal de Nice ce soir-là a été quand même en première ligne de manière tout à fait exceptionnelle. Donc non, c'est pas oublié, non, c'est pas effacé, ça reste présent dans les discussions. Mais c'est digéré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Je ne sais pas si on peut encore dire ça. Ouais. Il reste une fragilité, une souffrance qui a du mal à disparaître. Voilà, et puis on peut en profiter pour rendre une nouvelle fois hommage aux médecins, aux infirmiers, aux employés tout simplement qui étaient mobilisés ce soir-là, parce que pour avoir recueilli pas mal de témoignages et pas forcément face caméra, c'est vrai que ça a été une vraie épreuve, et je crois qu'on peut être fier aussi de l'accompagnement qui a été donné, des soins qui ont été prodigués ce soir-là, puisque la communauté médicale des Alpes-Maritimes a plutôt très bien réagi, et on peut dire que le bilan aurait pu être encore plus lourd si la réponse n'avait pas été adaptée. Merci beaucoup Charles Guéprat d'être venu sur le plateau de Face à Face pour cet entretien autour du CHU de Nice. On va vous souhaiter donc bonne chance dans vos projets, et puis on suivra ça de près sur Azur TV. Merci à vous. Merci. Vous pouvez revoir cet entretien sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Face à Face.